Bonjour tout le monde, bienvenue à Vie publique. Cette semaine, on va faire un brin de jazzette avec Rénal Bernier, maire de la ville de Saint-Pascal. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est la première fois qu'on se voit là, depuis toute cette c'est pas une aventure parce que c'est pas très intéressant, mais cette pandémie de COVID là, qui s'est abattue sur l'ensemble du Québec. Donc, prendre des nouvelles. D'abord, comment se porte la ville malgré tout ça? On a quand même la chance de survivre, en tout cas en zone orange depuis plusieurs semaines. Bien, on s'adapte. Hein? Je pense que l'être humain a cette capacité-là de s'adapter. Puis la ville, bien, par extension, c'est sûr qu'on a mis en place plusieurs protocoles et puis on a une bonne équipe. Ça qui est important d'avoir. Dans ces moments-là, c'est important d'être bien entouré. Puis c'est là qu'on voit que l'équipe qui nous accompagne ici à la ville, qui travaille pour la ville, c'est des gens qui sont compétents. Puis ça nous a permis de traverser. En tout cas, on est en train de traverser. Hein. C'est pas fini, hein, comme vous le savez. On ne sait pas quand ça va finir, mais en tout cas, jusqu'à date, là, je crois qu'on était capable de continuer à donner les services à la population. Et c'est ça qu'on avait le droit de donner. C'est sûr qu'il y a des services qu'on ne peut plus donner parce qu'il y a des consignes qui nous empêchent de le faire. Mais on était aussi proactifs. On a quand même devancé des fois les annonces pour... au niveau des consignes. Et puis, ça a eu des effets positifs. En tout cas, on touche du bois. Là. Comme vous dites, présentement, on est dans zone orange, dans le Bas-Saint-Laurent. On a chaque côté de nous, en Gaspésie et Chaudière-Appalaches, c'est rouge. Fait que la ligne est mince. Hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi on ne retourne pas dans le jaune parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas présentement. Mais si on pense au Saguenay, il y a 3 semaines, il était dans le jaune. Puis aujourd'hui, bien, c'est rouge. Donc les éclosions, c'est comme ça peut arriver. C'est sûr que ça peut basculer à tout moment. Et voilà. Vous avez parlé de votre équipe qui est très compétente et que vous appréciez. Bien, d'ailleurs, vous allez leur offrir des nouveaux locaux là, bientôt. On va, là, le fameux déménagement, ça va se passer quand, finalement? Bien là, ça avance bien. Les travaux avancent bien. On est dans les temps. C'est au presbytère. Hein? Ouais, l'ancien presbytère qui devient le nouvel hôtel de ville. Fait qu'on est dans les temps. Ça devrait être livré pour la fin du mois ou dans le milieu du mois prochain. Là. Fait que le déménagement, bien, idéalement, il faudrait que ça se fasse pendant la période des fêtes parce que les gens ne travaillent pas. Donc, ça ne dérangerait pas les gens le personnel de la ville. Fait Puis il y aurait moins de monde aussi. Ben oui, c'est ça. Les gens... Malgré que là, avec la COVID, il y a beaucoup moins de monde qui viennent nous voir. On a un système quand même, les gens peuvent laisser des documents à la porte et ils viennent sur rendez-vous. Ça fait que assez souvent, quand tu prends un rendez-vous, tu essaies de trouver une autre façon là, de régler le problème avant de prendre rendez-vous. Ça fait que c'est paradoxal, là, mais je crois que, puis pas seulement qu'à la ville, mais je crois qu'on travaille d'une façon plus efficace depuis la COVID. Si ça peut être un des bienfaits, ce sera celui-là. Bien, surtout, c'est des changements qui auraient pu prendre du temps à s'effectuer. Maintenant, personne n'a le temps de chialer, de s'obstiner ou de poser des questions, mais il y aura à se réadapter aussi, là, parce que le télétravail, ça peut être efficace, mais peut-être pas tout le temps et à long terme. Mais parlez-moi du presbytère. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Vous allez avoir plus de bureaux. Qu'est-ce que vous allez retrouver au presbytère là, que vous n'avez pas, où vous êtes actuellement, en quoi ça va être, je ne sais pas, mieux organisé pour vous? Oui, ça va être mieux organisé. Bien, l'élément principal, c'était le manque d'espace. Le manque d'espace à l'ancien hôtel de ville. Du moment qu'on avait une personne supplémentaire, il fallait prendre la salle du conseil, la séparer en deux, trois espaces pour donner la chance aux gens de travailler. Lorsqu'on avait les auditeurs qui venaient, c'était la même chose. On manquait vraiment d'espace. Et puis même à l'intérieur des bureaux, il y a des en tout cas, on appelle ça un bureau, là, mais pas sûr qu'il y a des gens qui travailleraient... Oui, des fois, pas de fenestration, ou presque pas. Ça fait que non, ça va améliorer vraiment la qualité de vie de notre personnel, puis ça, c'est important. C'est important parce que aujourd'hui, pour attirer des gens, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, une rareté de main-d'œuvre, donc il faut mettre toutes les chances de notre bord. Puis je pense que ça, c'est un des éléments qui peut nous aider à garder notre personnel. C'est difficile, même dans le monde municipal, de recruter? Oui, ça a toujours été... Même dans le monde municipal, ça fait quelques années, c'est difficile. Et puis, ça va toujours en... Vous savez... Qu'est-ce qui fait que c'est difficile, à votre avis, dans le monde municipal? Qu'est-ce qui fait que les jeunes ne collent pas à cette... Parce qu'il y a dans le monde municipal, il y a quand même, on le sait, il y a des syndicats, il y a des règles, il y a des... On peut pas... La polyvalence, c'est bien, mais en même temps, c'est cadré, comme souvent, comme définition. C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a la complexité du travail comme tel. Il y a aussi, c'est ce que vous mentionnez, c'est peut-être important parce qu'aujourd'hui, en 2020, la société a changé. Les gens qui...
de plus en plus, il y a eu des sondages de fait, puis il y a beaucoup de jeunes, ce qu'ils veulent faire, c'est se lancer en affaires. Hein? Je pense qu'ils parlent de quelque chose comme 40 donc ça a été un revirement complet. Ouais, c'est un revirement complet de la situation. Si on avait le même sondage là, une trentaine d'années ou une vingtaine ou une dizaine d'années, ça aurait été des chiffres là, complètement à l'inverse. Ça, il y a ça aussi qui fait qu'il y a une rareté de main-d'œuvre. Comme vous dites, les gens aiment être leur propre patron. Mais il faut quand même... Pour ça, il faut être proactif. Et puis, lorsqu'on engage, en tout cas, moi, je me dis, lorsqu'on engage une personne, on engage un réseau. Oui. Parce que la personne arrive avec son réseau. Bien, oui, effectivement. Et puis, donc, il faut aussi s'acclimater à ça et être prêt à embarquer dans cette aventure. Mais la COVID aura eu ça de bon aussi, d'amener peut-être certaines souplesses sur la façon de faire les choses. Justement, on voulait parler de relance économique. Moi, je vous disais avant qu'on entre en ondes que pour l'instant, on ne le sentait pas tellement. C'est-à-dire que si on regarde les offres d'emploi quotidiennement, il y a de l'emploi au Kamouraska, dans les usines, on engage quand même beaucoup. Certaines développent. On sait que ça a été plus dur pour certains secteurs, mais somme toute, on a sauvé l'été. On a beaucoup de commerces saisonniers aussi, quand même. Mais vous avez quand même certains pans de l'économie là, qui vous inquiètent ou puis que vous aimeriez là, relancer. On pense entre autres à la foresterie. C'est le genre de secteur dont on n'a pas parlé pendant la COVID-19. On sait qu'en agriculture, il y a eu certains problèmes aussi. Alors, vous vouliez qu'on parle un peu de ça, de la foresterie, entre autres? Ben oui. Je vais profiter de l'occasion parce que moi, j'ai quand même des intérêts. Là. Je suis président national au niveau des groupements forestiers du Québec. Ouais. Ça fait que si on remonte avant le début de la pandémie, on était vraiment vers un virage vert. Oui, bien c'est ça. L'économie verte, puis tout oui. ça. Il y avait beaucoup de communication en ce sens-là aussi. Que ce soit au gouvernement fédéral ou provincial, ce discours-là était quand même présent, et puis c'était plus qu'un discours. On avait des actions qui commençaient à s'enclencher. Il faudrait que ça demeure. Et oui, et puis justement, le secteur forestier, dans ce sens-là, ça devient un allié parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, c'est sûr qu'un arbre, ça capte le carbone. Et puis lorsqu'on transforme l'arbre soit en planche ou en 2x4, on emprisonne le carbone pour toute la durée de vie du matériau comme tel. Puis donc, ça accélère le remplacement. On coupe un arbre, on en plante un autre tout de suite. Donc, la captation, le cycle s'accélère. Ça, c'est très important. Donc, ça fait partie de la donne. C'est un des éléments, il n'y a pas seulement que ça, mais c'est un des éléments dans lequel, quand on dit on virage vert, on doit aller. Fait que le fait qu'il y ait eu un ralentissement économique, c'est sûr qu'on dans ce secteur-là, au niveau national, on voit que les chiffres sont là pour le démontrer. Il y a eu moins d'activité et puis ça, c'est important de maintenir l'activité. Donc, c'est important que les deux paliers de gouvernement continuent dans leur intention d'investir, surtout dans la recherche. Pour substituer le bois à d'autres matériaux, qu'on parle du ciment, de l'acier, qu'on parle même des masques là, qui sont pas celui-ci, il est en tissu, mais les masques là, qui sont produits, on peut même les produire à partir de cellulose. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on pourrait substituer qui fait que... C'était plus écologique, voilà. mais tout en s'assurant quand même de l'abondance de la ressource. C'est ça. Et puis là, c'est sûr qu'avec la COVID, a eu un impact sur... disons que le secteur des pâtes et papiers était déjà en déclin, mais avec la COVID, avec le télétravail, c'est sûr que là, il y a encore beaucoup moins de papier qu'avant. Donc, ce secteur-là, c'est sûr qu'il ne reprendra pas des forces. Mais ces infrastructures-là qui sont en place déjà, qui existent les usines de pâtes et papier, on peut les transformer. Il faut se réinventer là aussi, il y a d'autres avenues. Pour produire autre chose à partir de ces infrastructures-là. On juste à penser à l'exemple de Saint-Félicien, où le plus gros producteur de cocombes au Québec, avec la chaleur récupérée de l'usine de pâtes et papier, et puis à tous les bioproduits qu'on peut produire à partir... C'est toute l'économie circulaire aussi, dans le fond. De plus en plus, c'est de limiter les pertes, puis de prendre nos pertes pour en faire des gains. On pourrait peut-être rester dans ce courant un peu plus environnemental-là, en parlant de l'écocentre à Saint-Pascal. On en est où? Vous avez des projets là, pour faire... pour peut-être éventuellement... nous, à la Ville, on a adopté une résolution pour marquer notre intérêt à se lancer, en tout cas, à entraîner le Kamouraska qu'on devienne une plaque tournante, au fond, au niveau des écocentres. Parce que présentement, les écocentres qu'on a au Kamouraska, il y en a 3, à La Pocatière, Saint-Pascal et Saint-Alexandre. C'est surtout pour récupérer au niveau des résidences des citoyens. Les ICI, donc Industrie, Commerce et Institutions,
eux produisent aussi beaucoup de matériaux. Puis, présentement, la plupart sont enterrés dans les sites d'enfouissement. Donc, ici, c'est à Rivière-du-Loup. Fait que le but de ramener, de traiter ces matériaux-là dans les écocentres, bien, on vient de diminuer ce qui va être enterré. Donc, la durée de vie du site d'enfouissement va se prolonger. Mais c'est de réutiliser aussi. Donc, vous aimeriez avoir un endroit où on pourrait redonner une seconde vie à ces matériaux-là, les prendre en charge, les commerces sauraient quoi faire avec. Effectivement, surtout au niveau du volume, parce que c'est des gros volumes, hein, les ICI, c'est des gros volumes. Et puis, avec la nouvelle politique là, du gouvernement, le producteur d'appareils ménagers qui doit récupérer ces appareils, puis tout ça, bien là, c'est bien beau de passer la loi et de dire on t'oblige à le faire, mais... On dispose quelque part. C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Puis comment tu t'y prends? Bien, nous, on veut être... Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? C'est quoi les idées? Bien, au fond, nous, on a lancé l'idée, on a marqué notre intérêt, on a adopté une résolution, on a envoyé ça à nos municipalités du Kamouraska ainsi qu'à la MRC pour avoir leur appui pour entamer cette démarche-là, puis avec la COECO. Et on veut être on veut faire partie de la solution, être un leader là, au niveau de ces solutions-là. Et puis, c'est de lancer... C'est une forme d'autonomie aussi, de gérer ses propres déchets, autant des commerces que des individus. Et puis, au fond, on a lancé la ligne parce qu'on veut que les gens nous appuient dans cette démarche-là. Et puis, au fond, si on s'en occupe pas, bien, il n'y a personne qui va s'en occuper pour nous autres. Fait que je pense que ça fait partie, c'est un des rôles des municipalités de prendre ça en charge. Et est-ce que ça peut être rentable? Est-ce qu'il y a un peu d'argent? Ça, c'est la question. C'est toujours la question. Hein? Un service, ce genre de service-là n'est pas toujours rentable, ça c'est clair, mais c'est pour ça qu'il faut faire des études avant. Donc, et puis c'est sûr que là, on a marqué notre intention, mais pour aller plus loin, pour faire des études. Si c'est pas rentable, puis s'il faut demander une aide financière gouvernementale à toutes les années, puis ça devient un gouffre financier, bien c'est sûr que peut-être qu'on le fera pas. Mais il faut en parler pour aller plus loin. À la pêche, il faut aller voir quelles sont les possibilités. C'est possible. C'est sûrement possible. Il faut être imaginatif. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on est obligé de se mettre, de changer de façon de faire, on n'a pas le choix, on le fait, on s'adapte. Je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain s'adapte très, très rapidement et facilement. J'aimerais qu'on parle un peu aussi des eaux ferreuses. Là. On a vu ça passer un peu dans les différents journaux là, dans les derniers jours. Donc, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi ça, nous rappeler qu'est-ce que c'est la problématique avec les eaux ferreuses à Saint-Pascal, puis... Bien, au fond, on peut commencer avec le début. Il y a une politique sur l'économie d'eau potable qui existe au Québec. Et puis, ça a comme conséquence que les municipalités, on se doit de trouver un des éléments. On doit trouver, quand il y a des bris d'aqueduc, des choses comme ça, de les réparer. Puis ça fait que nous, c'est sûr qu'on a mis l'accent là-dessus, entre autres. On a trouvé, il y avait un gros bris d'aqueduc dans le secteur de la rue Langlais. On a colmaté. Et ce qui est paradoxal, c'est oui, on a diminué la perte d'eau potable, mais ce que ça a eu comme conséquence, c'est que l'eau circule moins dans le réseau. L'eau, en circulant moins, le réseau, c'est un des plus vieux réseaux dans le Kamouraska. Ça a été fait en 1958, les premières rues. Okay. C'est le plus vieux réseau, je crois. Et puis, c'est sûr que... Ça fait 52 ans d'usure, ça, là? À cette époque-là, les tuyaux étaient en acier. Bien oui, c'est ça. Fait que tant que l'eau circule beaucoup, ça va, hein? Mais quand l'eau commence à stagner un petit peu, bien là, c'est sûr que l'eau prend la couleur du fer. Ça fait que c'est pour ça qu'on parle d'eau ferreuse. Ça, c'est un des éléments là, qui explique. C'est sûr qu'il y a aussi des rues qui sont pas bouclées, c'est-à-dire que le réseau n'est pas bouclé. Fait qu'il y a des fins de réseau. Mm-hmm. Donc là aussi, il peut s'accumuler là aussi un petit peu plus de couleurs. C'est à cause des désagréments pour une certaine catégorie de... C'est clair. Donc, il y a des solutions. Là. Oui, c'est ça. On est toujours à la recherche de solutions, dont ce qu'on appelle des purges qu'on a installées. On a 3 d'installés à Saint-Pascal. C'est efficace jusqu'à un certain point parce que... Ça veut dire que le réseau serait à refaire, au fond, dans un monde idéal? Oui, au complet, mais ça, c'est impossible. Il ne faut pas y penser. Ça va se faire sur peut-être... Par bout? Par bout, là, sur une vingtaine d'années. Et puis, c'est sûr qu'il y a des programmes pour nous aider à refaire des bouts de rue, mais ces programmes-là, le FIMO, entre autres, il y a des critères pour
pour pouvoir se qualifier. Et puis ici, la rue Chapelot qu'on va faire avec l'aide justement d'une aide financière. Mais les critères, c'est faut qu'il y ait des commerces, il faut qu'il y ait des écoles, des résidences de personnes âgées, des choses comme ça. Donc ça donne des points. Dans le coin où ce qu'on a eu le problème, c'est dans le coin de la rue des Jardins, mais c'est des quartiers résidentiels, donc on ne qualifie pas pour ce programme-là. Par contre, on a d'autres programmes, la TEC, où on peut prendre cet argent-là. On a une certaine liberté pour faire des travaux. Et puis, c'est sûr que éventuellement, peut-être que ce sera un des bouts de rue qu'on fera là, pour améliorer. Mais encore là, est-ce que ça va améliorer? C'est pour ça qu'on ne sait pas si ça va vraiment améliorer le problème. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un produit qui se vend, c'est un inhibiteur de corrosion. Donc, ça vient diminuer le fer qu'il y a dans l'eau, parce que en tout cas, l'explication scientifique, je ne vous la donnerai pas, mais ça semble, ça colle, ça fait coller. C'est pas parfait, mais ça aide à éclaircir l'eau en quelque sorte. Les particules collent après les tuyaux, ils demeurent là, donc ça reste là. Fait que l'eau qui circule, bien, c'est l'eau qui est non colorée. Fait que on attendait, nous, ça fait... On a déposé une demande au ministère de l'Environnement parce que ça prend un certificat d'autorisation, hein, toutes les fois qu'on touche à l'usine de filtration, parce que c'est un produit qu'on met dans l'eau. Fait qu'on change la recette. C'est toujours un peu long qu'en attendant, les citoyens s'impatientent un peu. C'est long, et puis dans le Bas-Saint-Laurent, nos gens, le ministère de l'Environnement travaille très bien, donc c'est encore plus long. Donc, ça a pris, on a déposé ça, c'était en mars, je crois, mars 2019, puis on vient de le recevoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons reçu le certificat d'autorisation la semaine passée ou la semaine d'avant, je crois. Et puis, donc, là, on peut donc organiser en tout cas, acheter les pompes, prendre des pompes doseuses, puis qualifier pour trouver la bonne quantité, puis ça. Donc, ça va prendre quelques semaines avant de trouver vraiment la bonne recette. Puis, ce produit-là a été essayé, ce qui est paradoxal, hein, c'est quand même mis ailleurs dans d'autres usines de filtration, dont Montmagny, et puis ça a été efficace. L'eau est redevenue d'une belle couleur, mais ça prend quand même un certificat d'autorisation. Là, on l'a eu. C'est jamais simple, hein, comme on dit? C'est jamais simple. Donc, ça devrait améliorer. Ça aussi, ça devrait améliorer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses qui peuvent... mais on travaille fort pour donner un bon service à nos citoyens. Monsieur Bernier, maire de Saint-Pascal, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. C'est pas toujours notre sujet préféré, mais il faut parler d'argent. Et pour ce faire, on accueille pour la première fois ici Pascal Briand, qui est donc comptable CPA, donc ce comptable professionnel agréé chez Mallette à Saint-Pascal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. J'espère pareillement. Ben oui. On a pensé vous faire venir parce qu'on sait que là, la PCU, c'est fini pour un bon nombre de personnes qui avaient droit. Il y a d'autres programmes là, qui sont arrivés. Il y a des entreprises aussi qui ont eu recours à des subventions salariales, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là, maintenant? On sait que l'horrible saison des impôts va approcher. Donc, ce qu'on nous a donné, on va peut-être revenir nous en chercher un petit peu. Souvent, la PCU, les personnes qui avaient beaucoup de revenus avant, c'est tel que tel. Il y en a qui ont vu une diminution de leurs revenus. Mais avec la CPU, il y en a qui ont vu une augmentation de leurs revenus. Alors, comment on peut se préparer à ça? Est-ce qu'il est déjà trop tard? Bien, ça dépend toujours des personnes, en fait. Comment ils ont géré leur argent quand ils ont reçu la PCU. La PCU a permis d'aller chercher environ 500 $ à toutes les semaines. Donc, et ce 500 $-là, en fait, est imposable. En bout de course, là. En bout de course, oui, tout à fait, est imposable. Donc, et anciennement, l'assurance chômage, en fait, il y avait déjà des retenues d'impôt. Oui. Donc, mais pas beaucoup, parce que sur le chômage, on peut se faire coincer aussi. Tout à fait, c'est un minime montant. Donc, là, maintenant, pour la PCU, bien, ils se sont dit, on va mettre tout de suite de l'argent aux contribuables pour continuer à dépenser. Donc, le 500 $ était brut. Donc, en effet, des familles qui avaient plus de revenus avec la PCU, bien, se voient, dans le fond,
à payer l'impôt plus tard, donc au mois d'avril 2021. Ce que je me demande, c'est une famille, justement, à faible revenu, qui aurait vu ses revenus augmenter en raison de la PCU. Est-ce qu'elle serait plus avantagée à ce moment-ci d'en mettre de côté pour la repayer ou d'aller chercher des REER pour faire baisser son revenu puis continuer à se qualifier? Parce que l'équation qu'on fait, c'est que si on a eu plus de revenus, il y en a qui reçoivent des chèques de TPS, il y en a qui reçoivent des bons chèques pour enfants. Bien, plus on monte, plus ça baisse, ça, là. Ça va dépendre de la capacité financière des contribuables. Donc, une famille où ce que finalement, elle avait besoin de son 500 $ ne serait peut-être pas capable d'aller chercher un REER. Donc, en effet, ça va impacter sur les chèques d'allocation familiale, autant au Québec qu'au Canada. Par contre, une famille qui a la capacité d'aller chercher des REER et de venir diminuer leurs revenus imposables, donc pourra, dans ce cas-là, sans avoir trop d'impact sur les futurs chèques gouvernementaux en lien avec les familles, par exemple. Tout à fait. OK. Ça veut dire qu'il y a des familles qui l'ont probablement dépensé parce qu'on s'entend que 500 $, c'est pas beaucoup, puis qui n'ont rien mis de côté. Tout à fait, parce qu'un 500 $ représente un salaire horaire de 12,50 $. Donc, ce qui est inférieur au salaire minimum. Ouais, c'est ça. Mais quand on le reçoit net, parce que là, c'est parce qu'ils vont être imposés après, mais c'est plus que ça quand on le reçoit net. Donc, il va y avoir des surprises là. Parlez-nous maintenant des entreprises, là. C'est sûr que moi, j'entendais qu'on se dirigeait peut-être vers une récession éventuellement après Noël. On en parle beaucoup, mais personne ne sait trop. Pour l'instant, quand on regarde des chambres de commerce du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, ce qu'on semble dire, c'est que malgré tout, l'activité économique, elle a quand même continué. Tu sais, si on a mis à part peut-être les restaurants et les hôtels, là, comme les faillites, par exemple, en ce moment, là, est-ce que c'est vrai qu'il y en a moins? En raison des programmes? Tout à fait, parce qu'on pelte par en avant, dans le fond. Là. On reporte le problème un peu plus tard. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui sont accessibles pour les entreprises, par exemple les subventions salariales, le compte d'urgence, qui est un prêt de 40 000 qui est accessible. Donc, en effet, présentement, il y a beaucoup moins de faillites que par le passé, parce que, comme je vous dis, on pèle par en avant. Et au niveau de la récession, donc oui, en globalité au Canada est dans une récession, étant donné la pandémie, mais peut-être que oui, on le ressent un peu moins au niveau de la région. Mais est-ce que dans vos clients, par exemple, qu'il y a des personnes qui vous disent, là, je l'ai, là, ça va, j'ai des fonds grâce au gouvernement, mais je ne sais plus là, que les ventes sont plus là. Est-ce que vous le sentez que les ventes sont moins là, que là, on réussit vraiment juste parce qu'on a des sous qui nous sont passés ou donnés dans certains cas? Pas en ce moment. On ne le ressent pas en ce moment. Donc, non, les clients ne vous en parlent pas. Oui, c'est ça. Puis, on ne voit pas encore le problème en ce moment. Par contre, les gens essayent beaucoup de se réinventer, de trouver des nouvelles façons de faire des ventes supplémentaires ou d'investir dans un nouveau produit, etc., ou le service. Investir, ça prend des sous pour investir. Tout à fait. C'est pourquoi que c'est important d'investir au niveau du prêt et non au niveau d'utiliser l'argent qu'on a en ce moment. Donc, les banques sont quand même ouvertes à offrir des prêts intéressants. Les taux d'intérêt ont diminué, donc ça peut être intéressant d'investir quand même à des projets qui sont réalistes là, face aux banquiers. Oui, puis qui sont porteurs, puis qui sont... Tout à fait. Il faut se réinventer, mais encore là, il faut encore piger dans sa poche sans savoir si ça va fonctionner. Oui, il y a toujours une partie d'investissement qu'un actionnaire doit Qu'est-ce que vous dites actuellement justement aux entrepreneurs qui vont vous voir, puis qu'ils doivent se réinventer, puis c'est pas facile, puis on ne sait pas trop demain. Puis là, le plus gros problème qu'on a pour les prochains mois, c'est qu'on ne sait pas quand on va ouvrir, quand on va fermer. On peut nous apprendre 2 jours avant qu'on met la clé dans la porte le lendemain. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose comme entrepreneur qu'on peut faire pour se prévaloir de ça? Bien, en fait, c'est d'aller chercher tous les programmes gouvernementaux qui sont disponibles en ce moment. On sait qu'il y a la subvention salariale d'urgence, donc ça correspond à 75 % du salaire brut des employés. Donc, ça correspond à 25 % seulement de dépenses pour l'employeur. Et là, ici, on parle des périodes antérieures, là, donc du mois de mars jusqu'à juin. Donc, ces périodes-là sont subventionnées à 75 %. Donc, ça, c'est un programme que les entrepreneurs peuvent aller chercher. Il y a aussi le compte d'urgence de 40 000 $, un prêt, en fait, là, et s'il sera remboursé avant le 1er janvier 2023, bien, il va y avoir un 25 % de ce prêt-là qui va être radié. Donc, c'est des programmes qui sont intéressants
pour justement aider un coup de pouce à court terme aux entreprises pour continuer, dans le fond, les activités et que l'économie continue à rouler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a trop d'entreprises encore, là, malgré la pandémie, puis toutes les incertitudes financières, puis surtout la nouvelle paperasse qui s'ajoute quand on va aller chercher un programme ou une subvention, qui s'occupent à tort eux-mêmes de leurs affaires? Est-ce qu'il y a encore trop de petites entreprises, justement, qui ne vont pas chercher l'aide de spécialistes, qui pourraient leur donner des... C'est sûr que c'est un peu plus cher, mais qui pourraient nous faire éviter de faire des faux pas. À vouloir s'en sortir trop toute seule, on ne court pas un peu à sa perte à un moment donné? Tout à fait. C'est sûr, c'est important de consulter son conseiller qui ont présentement et quitte à faire des appels, par exemple, une subvention salariale à 75 oui, ça peut peut-être coûter 1 500, 2 000 $ d'honoraires, mais si c'est pour aller chercher un 25 30 000, c'est quand même intéressant, là. Fait que oui, en effet, il y a très peu de documentation, donc c'est important de quand même appeler son conseiller ou quitte à aller voir sur Internet, là, le site de l'Agence du revenu du Canada pour aller chercher de l'information sur les subventions salariales qui sont disponibles. Oui, parce que ce soit Manette, Grant Thornton, peu importe, on n'est pas obligé d'être client à l'année. Aussi, on peut y aller d'une manière sporadique pour aller chercher des conseils. Là, tout à fait. Tout à fait. On a des équipes spécialisées justement pour des demandes de subventions, pour les connaissances de prêts, etc. Donc, on est à l'affût de l'actualité. Il y a beaucoup encore de programmes qui sont à venir que le gouvernement fédéral a annoncé, mais qu'on ne connaît pas encore les détails. Donc, nous sommes à l'affût des nouveautés. C'est votre littératie, c'est votre lecture de chevet. Tout à fait. Et en terminant, quand même, vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment, on parle qu'il va y avoir des faillites, tout ça, mais c'est hypothétique. Là, vous, dans ce que vous voyez, ce que vous sentez, est-ce que vous sentez que ça s'est effrité ou qu'on est quand même dans une certaine stabilité malgré tout? Ça va quand même bien au niveau de l'économie régionale, je vous dirais. Les entrepreneurs gardent quand même, ils se relèvent de tout ça, ils cherchent à relever des nouveaux défis, justement, ils discutent beaucoup avec leurs comptables, leurs conseillers pour rester à l'affût des nouveautés, des programmes pour s'assurer de continuer leur entreprise, leurs activités. Donc, en ce moment, ça va relativement bien. C'est sûr qu'il pourra avoir des répercussions dans la prochaine année. C'est peut-être là où il y aura de l'impact. Donc, on tient le coup, mais ça ne prendrait pas un gros coup. Donc, il faut s'assurer d'être capable de faire les bons moves là, financièrement. Pascal Briand, donc comptable CPA chez Mallette Saint-Pascal, merci beaucoup. Ça fait plaisir.